C'est vrai que parfois j'ai des réflexions du style « mais t'as pas l'air trop mal ?» L'air de dire « bon finalement je suis en arrêt maladie mais Parkinson et le cancer c'est pas si terrible que ça quoi finalement ». Alors c'est pas que c'est pas si terrible que ça mais il faut transcender justement, il faut passer au-dessus. Parce que je me suis rendu compte en fait que souvent les gens bien portants annonçaient ce genre de phrases. Comme moi-même précédemment, quand j'avais pas de soucis de santé, on veut toujours réconforter tout le monde. Avec des phrases un peu anodines, en fait, il faut garder le moral. De toute façon, si c'est pris à temps, il n'y aura pas de problème. Il y a de bons médecins, la médecine évolue. On a toujours des phrases réconfortantes. Et bien, en fait, au bout d'un moment, elles finissent par agacer. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Nous recommençons donc le semestre de cette émission Un livre dans ma zone et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvie Fettaz qui a écrit donc un livre qui s'appelle « Surtout, il faut garder le moral » paru aux éditions Léviguière. Bonjour Sylvie. Bonjour Muriel. Alors ce titre reflète pour moi l'état d'esprit dans lequel vous l'avez écrit pour nous parler du pays de Parkinson, comme vous l'appelez, dans lequel vous vivez depuis 2012. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le rôle de ce titre qui parle finalement de vos maladies, puisqu'en définitive, il y a Parkinson, mais il y a aussi le problème des cordes vocales. Voilà, tout à fait. Effectivement, en fait, le titre est venu d'une phrase qui est à répétition, qu'on m'adressait régulièrement. Surtout, il ne faut pas baisser les bras, il faut garder courage, il faut se battre et il faut garder le moral. Et sur un coup de colère, en fait, le titre m'est resté en tête et l'écriture est sortie suite à ça. Et en fait, c'est un message pour toutes les personnes malades qui ont des soucis de santé assez récurrents. Surtout ne pas baisser les bras, justement, et puis avancer, continuer à garder la tête haute et avoir des projets. Ça, c'est très important. C'est vrai qu'on a le sentiment, quand on vous lit, que les gens pleins de bonnes intentions vous assènent des phrases comme effectivement, faut garder le moral, voilà. Donc, pour vous, ça a eu plus un effet boostant dans votre quotidien ? Ah oui, complètement, oui. Parce que je me suis rendu compte, en fait, que souvent, les gens bien portants annonçaient ce genre de phrases. Comme moi-même précédemment, quand j'avais pas de soucis de santé, on veut toujours réconforter tout le monde. Avec des phrases un peu anodines, en fait, il faut garder le moral. De toute façon, si c'est pris à temps, il n'y aura pas de problème. Il y a de bons médecins, la médecine évolue. On a toujours des phrases réconfortantes. Et bien, en fait, au bout d'un moment, elles finissent par agacer. Et oui. Parce que ça devient un peu trop... Disons qu'on comprend très vite que c'est facile à dire, mais que dans le quotidien, eh bien, on est confronté à des choses tellement difficiles que aller vers l'essentiel en disant faut garder le moral, oui, mais ça va le faire, ça finit par être finalement crispant. Voilà, complètement. C'est ça. Ouais. Alors, au fil des pages, vous invitez finalement vos lecteurs à une alternance de sentiments. Au fond, nous suivons en quelque sorte vos propres variations face justement à ces multiples réactions de votre entourage devant la maladie. Et on comprend très vite que la maladie, c'est un domaine, c'est quelque chose qui touche tout le monde. On en a peur, on l'a vécu, on risque de le vivre, donc c'est quelque chose de très prenant. Aujourd'hui, qu'auriez-vous envie de dire finalement aux personnes qui traversent les mêmes épreuves que vous ou à celles qui risquent de les traverser un jour? Ce que je conseille, c'est de lire justement des témoignages de vie. Oui. Moi-même, j'ai beaucoup appris par rapport à des témoignages de l'écrivain Guy Corneau ou de Charlotte Valandré. N'oublie pas de m'aimer. Et il y a une époque où je n'allais pas forcément très bien au début de tout ça. Et je faisais des photocopies de certains passages de leurs livres et je les mettais dans mon sac à main. Et dans la journée, selon les moments de la journée où je me sentais plus ou moins bien, je me les relisais pour essayer de retrouver justement un peu d'énergie et d'avancer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu sur la maladie de Parkinson elle-même? Parce que tout le monde connaît effectivement le phénomène du tremblement. Mais d'après ce que vous expliquez, ça va beaucoup plus loin. Tout à fait. En fait, la maladie est en recrudescence actuellement, notamment en France. Il y a 200 000 cas qui sont répertoriés et 25 000 malades chaque année supplémentaires. Et jeunes? Et sachant que la moyenne actuellement est de 58 ans. D'accord. Au niveau du pronostic. Et la maladie de Parkinson, oui, c'est plus que des tremblements, c'est beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, j'ai écrit un petit texte, si vous me permettez de... Oui, avec plaisir, bien sûr. Voilà. Parkinson ne se limite pas au tremblement. Parkinson, c'est surtout la perte de la motricité au fil du temps. Parkinson, c'est une main bloquée sur le combiné du téléphone.
Parkinson, c'est une chute dans la rue. Parkinson, c'est une rigidité, une douleur musculaire. Parkinson, c'est un corps en prison. Parkinson, c'est une vie d'insomnie la nuit et d'attaque de sommeil le jour. Parkinson, c'est un trouble de la mémoire. Parkinson, c'est une maladie pour la vie, avec ses hauts, avec ses bas, avec le meilleur et parfois le pire. Parkinson, c'est une vie au ralenti. Mais c'est aussi une belle rencontre. Parkinson, c'est une belle leçon de vie. Ce que je voudrais dire, c'est que personnellement, je fais partie de l'association France Parkinson, du comité de Rome. Donc je suis adhérente et trésorière. Et entre nous tous, on s'apporte énormément. On partage les mêmes problèmes du quotidien parce qu'effectivement, il n'y a pas que les tremblements, il y a aussi la rigidité oui, qui ça crée vous en beaucoup de parlez, douleur. Le temps qu'il vous faut parfois pour arriver à vous lever, Oui. parce que tout le corps est finalement crispé, c'est Voilà. ça? Comme je dis, le corps est en prison en fait. On n'arrive pas à le mobiliser pour avancer et c'est très compliqué parfois. Et bon, les tremblements, c'est vrai que c'est handicapant, mais c'est visuel en fait. Oui. Et ce qu'on vit à l'intérieur, au niveau douleur, c'est plus les crispations et la lenteur. Et la lenteur, c'est très compliqué aussi au niveau de l'habillement. Et quand on a 44 ans et qu'on n'arrive pas facilement à s'habiller, à se chausser, c'est parfois très compliqué. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut y arriver. Il faut toujours regarder la force en soi et puis savoir qu'on peut arriver avec beaucoup de volonté. Il est clair que vous ne manquez pas d'humour. Votre texte est ponctué de petites icônes, émoticônes avec un grand sourire. Et ça, c'est vrai que ça, si on n'avait pas envie de rire au démarrage, ça provoque un petit peu ça. Donc, votre ouvrage nous apporte finalement des anecdotes qui peuvent montrer finalement vos souffrances quotidiennes plus acceptables grâce à cet humour. Alors, comment vous pensez que cette faculté de rire de vous peut vous aider au quotidien? Quel est le support? L'humour, c'est une chose, mais est-ce que ça va chercher autre chose que l'humour? Qu'est-ce qui se cache derrière l'humour? Je pense que c'est une envie aussi de dépasser tout ça. Oui. Parce qu'en faisant de l'humour, moi j'arrive facilement, j'ai une chance, c'est grâce à mes parents qui m'ont doté d'une belle dose d'humour et d'ironie. C'est que j'ai la chance de pouvoir focaliser sur un élément, une personne ou un geste ridicule ou absurde. Et du coup, mon attention est focalisée là-dessus et j'oublie le reste. C'est comme la dernière fois j'étais hospitalisée, je suis passée au bloc après 10 heures d'attente. Bon, j'en avais un peu marre, faut dire. Oui. Et là, il y a la brancardière qui est arrivée, elle n'arrivait pas à faire avancer le brancard. Les roues ne marchaient pas. Donc là, je dis, c'est pas possible, jusque-là, c'est incroyable. Et donc je lui ai dit, vous n'avez pas les rames qui ont été fournies avec, comme ça je pourrais vous aider à avancer. Et là, elle est partie de rire et du coup, on a passé un bon moment, quoi. Ouais. Et c'est toutes des choses comme ça, même lors d'examens pas très faciles à passer, quand l'humour est là, on arrive à passer outre, quoi. Mais c'est vrai que c'est une forme d'esprit que j'ai trouvé particulièrement agréable dans votre livre. C'est que finalement, à chaque situation, vous arrivez à capter le côté drôle qui va dédramatiser finalement ce qui pourrait qui pourrait nous donner envie de pleurer. Voilà, ce qui permet de prendre la distance et du coup de se dire finalement ça va passer, quoi. Ça va passer, oui, tout à à fait. Alors il y a un chapitre qui m'a particulièrement interpellée, c'est celui dans lequel vous évoquez le bouleversement qu'apporte finalement la maladie. Ces personnes que vous rappelez et qui finalement vont vous envoyer une image de ce que doit être la maladie. Autrement dit, il y a des phrases comme pensez à maigrir, surtout ne vous maquillez plus, fini le maquillage, fini le parfum, quitte à faire pitié, faites-le complètement. Voilà. Là, on sent vraiment que finalement, il faut coller à une image. Et quand on vous voit, effectivement, Sylvie, on n'a pas l'air d'être face à quelqu'un qui a une maladie aussi douloureuse et aussi pénible. Donc vous avez vraiment rencontré cette impression que pour les gens, il fallait se laisser aller finalement pour être prise au sérieux, à pleurer, à montrer une certaine tristesse, un certain laisser-aller, parce que la maladie, au final, rime avec découragement et douleur et tristesse. Oui, c'est vrai que c'est assez paradoxal parce qu'en contrepartie, on me dit toujours qu'il faut absolument garder le moral, oui. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Voilà, c'est ça. Il y a un juste milieu. Oui, il faut le trouver. Voilà. Parce que c'est vrai que parfois j'ai des réflexions du style « mais t'as pas l'air trop mal ?» L'air de dire « finalement, je suis en arrêt maladie, mais Parkinson et le cancer, c'est pas si terrible que ça, quoi, finalement. » Alors c'est pas que c'est pas si terrible que ça, mais il faut transcender, justement, il faut passer au-dessus. Et justement, grâce à l'écriture, j'arrive aussi à avoir des projets extraordinaires, quoi. Et je fais des belles rencontres. Ça me permet de me projeter dans l'avenir et c'est fabuleux. Ce qui me paraît extraordinaire dans votre parcours de vie, justement, c'est cette urgence dont vous parlez si bien, qui pourrait se résumer finalement à l'urgence de la vie. Et il est évident que vos maladies vous ont obligé à changer votre rapport à vous-même.
Pouvez-vous nous parler justement de cette rencontre avec la joie? Parce que la joie est exprimée dans votre livre et on peut se dire, effectivement, c'est paradoxal. Elle est malade, elle souffre et elle arrive à contacter la joie à l'intérieur. Oui, c'est ça qui est fabuleux. Même moi, parfois, j'en suis étonnée. La dernière fois, je suis ressortie de l'hôpital avec les mauvais résultats des dernières myopsies. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures, tu cries, j'ai pas le droit de crier de toute façon, donc je ne peux pas. Je me suis dit, bon, bah, écoute, j'ai mis la musique et je me suis mise à chanter. Parce que, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que plus on va rester dans une phase de mal-être, déjà, on va le transmettre aux autres, et puis nous, ça va nous faire avancer plus. Et moi, justement, ça m'aide à me projeter, à faire des choses, et à passer du temps avec des amis. Justement, mes amis m'aident beaucoup à garder la joie en moi aussi, de toute façon, parce que j'en ai beaucoup j'ai de la chance d'en avoir énormément. Et c'est vraiment des véritables amis qui n'hésitent pas à venir me soutenir, à passer du temps avec moi, même que je ne peux pas parler, parce que bon, souvent, j'ai des repos vocaux respectés de 8-10 jours après chaque intervention. Et donc là, je suis muette. Donc c'est vrai, quand une amie vient me voir, c'est pas marrant parce qu'elle discute toute seule. Mais ça n'empêche que la plupart, elles viennent quand même me rendre visite. Présence. Et puis il y en a certaines qui prennent même le risque de m'emmener en randonnée, sachant que j'ai réduit quand même ma marche, j'ai la capacité de marcher. Et je trouve ça extraordinaire, quoi. Mais justement, elles aiment ma présence parce que je transmets beaucoup de joie et de rire. Et de courage. Voilà aussi, oui. C'est ce qu'elles me disent. Avant l'arrivée, finalement, de la maladie de Parkinson, est-ce que vous soupçonniez à l'intérieur de vous cette force de caractère? Pas du tout. Pas du tout. Non. C'est pour ça que je dis à tout le monde, en fait, on a des forces intérieures qu'on ne soupçonne même pas. En définitive, pour moi, votre transcription de cette expérience s'apparente à une initiation dans laquelle vous y avez trouvé une forme spirituelle. Est-ce que je me trompe? Oui, peut-être, à quelque part, effectivement. C'est pas encore très clair pour moi, mais effectivement, il y a quelque chose... Ça ressemble à ça, en tout cas, vu de l'extérieur. Ouais. On se dit, au lieu de s'apitoyer sur son sort, on a l'impression que c'est un levier pour aller vers quelque chose, finalement, qui vous transcende. Voilà, puis se sentir bien, parce que moi, effectivement, je me sens bien par rapport à ce que je fais. L'écriture, c'est nouveau pour moi. C'est depuis que mon père est décédé, en fait, depuis 2015, que je me suis lancée dans l'écriture. Et c'est quelque chose qui m'apporte énormément. Et d'ailleurs, ça m'épanouit tellement que j'ai lancé un atelier d'écriture au niveau de l'association France Parkinson, tout à fait de façon bénévole. Mais j'estime que tout le monde a quelque chose à dire d'intéressant et justement de témoigner par rapport à son parcours. Tout à fait. Alors justement, je voulais terminer, vous m'avez coupé un peu l'herbe sous le pied, terminer cette émission en évoquant la puissance des mots qui m'apparaît comme un moteur dans votre vie. Donc comme vous le signalez, effectivement, peut-être avant le décès de votre papa, c'était moins prégnant. Aujourd'hui, on a bien compris que vous vous appuyez aussi sur cet exutoire, puisque l'écriture est un exutoire. Autant en ce qui concerne finalement vos propres écrits, qui sont salutaires, ceux qui viennent de vos amis, puisqu'il y a quand même des lettres, des mots, Facebook qui vous permet de vous faire connaître. J'avais envie de vous rappeler la phrase de Marguerite Duras, « Écrire, c'est hurler en silence ». Et je trouve que ça a toute sa signification dans votre cas par moment, du fait de ces périodes de silence. L'écriture vous permet donc de plonger dans votre essentiel que vous avez envie de partager avec l'extérieur. Oui, effectivement, c'est vrai que dans l'écriture, on finit par expulser nos ressentis, nos sentiments les plus profonds. Et à quelque part, on a envie de les partager aussi avec les autres, avec un grand A, bien sûr. Parce que j'estime que c'est important de savoir qu'on a toujours un moyen d'aller plus haut, de voir les choses différemment et de s'élever vers des choses agréables pour nous et justement qui nous transmettent un état de joie constant. Oui. Lorsque vous faites des signatures, comment vous aborde finalement les futurs lecteurs? Est-ce qu'ils sont touchés par votre histoire, par votre courage? Ah oui, ils sont très touchés par l'histoire. Oui. Et ce qui est marrant en tout cas, c'est que souvent le témoignage que j'ai eu de la plupart des personnes, c'est par rapport au smiley, justement, pour en venir aux petites frimouses souriantes. Oui. C'est que souvent elles se sentaient... Elle se disait, mon Dieu, mais je ris de choses qui sont dramatiques par moments, mais comment je peux pas me permettre. Et en fait, les smileys le rappelaient en mémoire qu'en fait, mon livre, j'ai écrit avec beaucoup d'humour, et justement pour faire rire, pour faire pleurer. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que ce qui est super en ce moment, c'est que moi, ce qui me remplit de joie, d'ailleurs, une expression qu'on me dit souvent en ce moment, c'est que votre livre est devenu mon livre de chevet. Et ça, c'est un compliment fabuleux pour moi. Et souvent, les personnes me disent, quand on n'a pas bien le moral le matin, on n'a pas bien d'énergie, on lit une page ou deux de votre livre,
Et là, ça nous redonne bien de la motivation pour se lever, se dire finalement, il faut relativiser, que la vie est belle et qu'il faut en profiter. Tout à fait. D'autant plus qu'en toute sincérité, vous êtes très lumineuse. Donc, je pense que les gens doivent le voir et vous ne donnez pas du tout cette impression de maladie. Et automatiquement, il peut y avoir peut-être un espoir de guérison ou en tout cas de stabilisation de la maladie, puisqu'on sait que le moral est quand même drôlement important. Oui. Hein. Alors, si vous avez besoin justement de relativiser vos petits tracas quotidiens, ou de prendre la mesure du bonheur d'être en pleine santé, je vous conseille véritablement de lire cet ouvrage qui s'appelle « Surtout, il faut garder le moral », écrit par Sylvie Fétaz. Merci d'être venu partager avec nous cette maladie et puis votre travail d'écrivain. À très bientôt. Merci.